So I'm Emmanuel Noutarié, as I said. I'm the General Delegate of Anima Investment Network, and today we'll have the pleasure to have Philippe Hiverniot, which is the Director of Cooperation of Business France, and Zied Larbib, which is the Director of Marketing of FIPA Tunisia. So both are National Governmental Investment Promotion Agency. Donc, moi, je suis Emmanuel Noutari, délégué général du réseau Anima, et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Philippe Hiverniot, qui est le directeur de la coopération internationale de Business France, et Zied Larbib, qui est le directeur marketing de FIPA Tunisie. Toutes les deux sont des agences gouvernementales nationales de promotion de l'investissement dans leur pays. Très important, very important. We don't want to just make webinars. It's very interesting, all these webinars, and you can review them, etc. But we can go further. If you wish, if you are interested in what is showed by Business France today, FIPA Tunisia today, and you want to have a more in-depth exchange with them, to learn from them, to develop a cooperation with them so that they can maybe help you to establish similar activities in your agency, in your country, we have an instrument called the Peer Learning Program, which is precisely designed for that, to help two organizations to work together, to do a technical project together with expertise exchange, joint project, any cooperation issue. And we will finance with this instrument the time spent by the experts to work on this project, so by the two organizations, and we will also finance the trips and accommodation for traveling to meet each other. So obviously in the current time it's a bit difficult to travel, but we will support the peer exchange and the peer cooperation between you. Donc on a un instrument qui est dédié à la coopération à la suite de ces webinaires. Si vous êtes intéressé par l'expérience montrée par Business France, par celle de FIPA ou par des expériences passées lors des précédents webinaires et que vous voulez travailler avec ces organisations pour développer des services similaires dans votre organisation, on a un instrument qui permet de financer à la fois le temps passé par vous ou par l'autre organisation pour transférer cette expertise. Donc on rembourse une partie des coûts du temps passé, et puis aussi qui rembourse une partie des voyages et des frais de mission. Tout ça, c'est financé à 80%, et c'est grâce au projet européen EPSOMED qu'on peut offrir cet instrument d'échange entre pairs, donc de peer learning program. So it's financed at 80% of the cost, so the staff cost and the travel cost, and it's thanks to EPSOMED European project that we can offer this peer learning program instrument. And I salute our colleague from Business Med in Tunisia who are coordinating this EPSOMED project. Voilà. After each webinar, everything is put online on the Anima YouTube channel, so you can find all the previous webinar. We have also a best practice playlist where you can find all individual best practices from the past webinars, so it's quite easy to review. We have a very good rate of review of this with video, so we see that there is an interest for that. Donc on voit on a une chaîne YouTube dans lequel on met tous les anciens webinaires, et on a une chaîne de bonnes pratiques dans laquelle on met chacune des expériences, et on voit qu'il y a un bon taux de revue de ces vidéos. Donc ça vaut le coup d'aller voir s'il y a des expériences qui peuvent vous inspirer sur différents sujets et qui peuvent d'ailleurs donner lieu à des coopérations futures avec des organisations qui sont promues dans la chaîne YouTube d'Anima. Et ça sera constamment alimenté de nouvelles expériences, de nouvelles présentations qui sont faites au fur et à mesure. Voilà, on va pouvoir démarrer le webinaire proprement dit. On va passer la parole tout de suite à Philippe Hiverniot. Alors Philippe, je ne sais pas s'il est déjà avec nous. Je ne crois pas encore qu'il soit arrivé. Je vois Zied Larbib qui nous a rejoint de FIPA Tunisie. Bonjour Zied, directeur marketing de FIPA, qui va intervenir juste après. Mais je pense que Philippe va nous rejoindre dans le courant de sa présentation ou après sa présentation. Donc on va passer sa vidéo dans laquelle il fait son intervention sur justement comment on utilise l'aftercare pour travailler sur l'image du pays, en l'occurrence la France.
je veux juste faire un petit point avant de démarrer la vidéo. Pourquoi on parle d'aftercare depuis maintenant plusieurs webinaires? En Europe, l'aftercare, c'est-à-dire les réinvestissements, les extensions d'investissement, ça représente 60 à 80% des investissements. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les montants d'IDE, d'investissement direct étranger dans les pays, 60% quasiment, c'est des réinvestissements. C'est des entreprises qui sont déjà là et qui sont en train d'augmenter leurs projets, d'étendre leurs projets. Donc, c'est un enjeu marketing, commercial pour les pays, de développement pour les pays qui est considérable. Zied Larbib nous dira tout à l'heure qu'en Tunisie, c'est 80%, ça montre aussi la maturité de la base d'investisseurs en Tunisie. 80% des montants d'investissement, des montants d'IDE en Tunisie, d'investissement direct étranger en Tunisie, proviennent de réinvestissement, d'extension de projets. Donc c'est un enjeu qui est considérable. So why we are speaking about aftercare today and since a few webinars, because it's a considerable challenge, it's a considerable source of investment source. In Europe, it's about 60 to 80% of foreign direct investment that is in fact reinvestment, extension of current projects. And in Tunisia, Zied Larbib will explain us later that it's already 80% of Tunisian FDI which comes from existing project, extension of existing project. So it's a considerable challenge. And obviously in the context of the sanitary situation, it's an obvious marketing channel and channel source to develop foreign direct investment. Bien sûr, dans ce contexte de crise sanitaire, c'est encore plus un moyen de susciter des réinvestissements et des projets d'investissement en allant voir les clients existants du pays, ceux qui sont déjà sur place. Voilà, on passe tout de suite la parole à Philippe Hivergnot et on aura un échange avec lui après la présentation. Bonjour, je suis Philippe Hivergnot de Business France. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la façon dont on peut utiliser le dialogue public-investisseur pour développer une stratégie d'image et d'attractivité auprès des investisseurs étrangers. Un petit rappel sur qui est Business France. Nous sommes l'agence publique en charge de la promotion des investissements étrangers et nous avons dans ce cadre une mission spécifique de développement de l'image, et notamment de l'image économique de la France auprès des investisseurs étrangers. Nous rencontrons un peu plus de 6000 entreprises par an, donc investisseurs étrangers, dont 50% au titre de l'aftercare, c'est-à-dire avec des investisseurs déjà présents sur le territoire national. La stratégie image que nous développons comprend un certain nombre de volets, dont je rappellerai deux points importants ici. Les campagnes de communication que l'on mène de façon régulière. Dans un passé récent, il y a eu la campagne Say Oui to Innovation, Say Oui to France dans les années 2015 et une campagne plus récente sur Creative France. Puis je rappellerai également la campagne French Tech qui a commencé également il y a 5-6 ans. Nous organisons également tous les ans 2 événements phares qui sont pour nous les événements importants de création de visibilité auprès des investisseurs et notamment des grands groupes, grands investisseurs étrangers. C'est le sommet Choose France qui est organisé tous les ans en début d'année à Versailles. Donc autour du président de la République, avec la présence de 150 investisseurs étrangers à peu près et 150 entreprises françaises, donc qui est une grande occasion de communication et d'échanges entre entreprises. Ce sommet existe depuis maintenant 3 ans. Et également la participation au World Economic Forum de Davos, qui est un rendez-vous auquel nous rendons tous les ans depuis 25 ans maintenant, et qui est pour nous une occasion privilégiée d'action, de contact et de développement d'actions de visibilité vis-à-vis des grandes entreprises, des grands investisseurs étrangers et également des institutions internationales. Un petit mot sur ce qu'on entend par dialogue public-investisseur, terme que je préfère employer plutôt que le terme aftercare qu'on emploie souvent, mais qui est peut-être un peu trop réducteur dans son champ d'action. Le dialogue public-investisseur couvre toutes les interactions que les acteurs publics, l'agence de promotion de l'investissement, mais aussi les autres acteurs nationaux ou régionaux peuvent avoir avec les investisseurs présents sur le territoire, autour
de 3 objectifs pour 3 clients. Donc, premier objectif centré sur le client investisseur qui est d'assurer le bon développement de ces projets d'investissement sur le territoire et la satisfaction de cet investisseur. Donc, c'est ce qu'on appelle proprement dit l'aftercare ou le service après décision. Deuxième objectif pour le client gouvernement, qui est de conseiller ce gouvernement sur la politique d'attractivité du pays, plaidoyer attractivité. Ça a été le sujet de notre dernier webinaire. Et troisième client ou troisième objectif, là le client est plutôt l'agence de promotion de l'investissement elle-même, c'est pour développer sa stratégie d'image et de promotion des investissements au travers, en s'alimentant du dialogue public-investisseur. Ça va être le sujet de notre présentation d'aujourd'hui. Alors, première question, c'est quel est le rôle de l'agence de promotion des investissements dans ce cadre-là, notamment par rapport aux autres acteurs de l'écosystème. C'est un point que l'on verra et qu'il est important de bien avoir en tête, dans la mesure où effectivement l'investisseur présent sur le territoire a affaire généralement à l'agence de promotion des investissements. C'est souvent d'ailleurs une de ses missions, mais pas toujours, hein, d'assurer ce travail d'aftercare. Mais il y a également beaucoup d'autres acteurs publics qui vont être amenés à intervenir auprès de l'investisseur. Donc, un des enjeux importants de ce dialogue public-investisseur, c'est d'assurer une complémentarité des différentes démarches et aussi une cohérence vis-à-vis de l'investisseur, de façon à ce qu'il ait une impression d'efficacité de l'action publique vis-à-vis de lui. Sur la base de l'expérience qu'on a développée à Business France, je voudrais vous présenter un petit peu la façon dont on construit notre stratégie image en 7 étapes. Première étape, c'est de bien réfléchir au positionnement image quand on veut développer une stratégie. Quelle est l'image que notre pays, quels sont les points importants que l'on veut faire saillir, ce qui va nous amener, une fois qu'on aura défini ce positionnement, aux objectifs opérationnels que l'on veut fixer à cette stratégie image. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Objectifs mesurables. Et en fonction des objectifs, quels sont les messages que l'on souhaite faire passer pour pouvoir contribuer à la réalisation de ces objectifs. On arrivera ensuite à la question qui nous occupe aujourd'hui, quelle peut être la contribution des investisseurs présents et donc du dialogue que l'on va avoir avec eux pour alimenter cette stratégie et ces messages. Sur quel vecteur de communication, par le biais de quelle action collective ou individuelle, on pourra faire passer ces messages par les investisseurs. Et puis, dernier point, comment est-ce que l'on va, si je peux dire, collecter le matériau de communication, c'est-à-dire organiser la remontée d'informations depuis les investisseurs pour alimenter cette stratégie et ces messages que l'on veut développer. Donc, qui le fera et par quels moyens. Le dernier point, ce sera, une fois que tout cela aura été défini, d'organiser la mise en œuvre de cette stratégie autour d'un plan d'action annuel avec des objectifs quantifiés, mesurables, un certain nombre d'actions prévues et les moyens, que ce soit budgétaires ou en ressources humaines, de l'agence elle-même et de ses partenaires pour s'assurer que l'on peut atteindre ces objectifs au travers des actions envisagées. Alors, pourquoi est-ce qu'il est utile de faire appel aux investisseurs lorsque l'on veut développer notre stratégie d'image et de promotion du territoire? Bon, les réponses peuvent aller de soi. Je rappellerai les deux principales pour nous, en tout cas. La première, c'est que le dialogue avec l'investisseur va nous aider à définir les messages pertinents qu'il faut développer. C'est effectivement, ce sont les investisseurs qui savent le mieux, ont la meilleure évaluation de la perception du pays que d'autres investisseurs peuvent avoir et des messages qu'il est important de leur adresser pour les attirer et attirer leurs investissements sur le territoire. Deuxième rôle de l'investisseur, une fois que les messages auront été définis, ce sera bien sûr de nous aider à passer ces messages
en utilisant leurs paroles au travers de témoignages, au travers de vidéos, au travers de success stories, etc. On le verra plus tard. En partant du principe que la parole d'un investisseur vers un autre investisseur est plus crédible que la parole simplement de l'agence publique dont tout le monde sait que effectivement c'est notre job de dire du bien de notre pays. Lorsque c'est un investisseur présent dans le pays qui le dit, ça renforce la crédibilité du message. Un troisième point qu'il ne faut pas négliger, c'est que impliquer les investisseurs dans ces stratégies de communication, d'image, peut être aussi une façon de renforcer la relation que l'on a avec lui, en valorisant son rôle, en lui donnant aussi éventuellement à lui-même, à son entreprise ou à son investissement dans le pays une certaine visibilité qui peut, dans de nombreux cas, être très appréciée de l'investisseur. Alors, commençons par la première étape, le positionnement image. Comment le détermine-t-on? Alors, on ne crée pas une image pour le plaisir de créer une image. Elle doit être là pour supporter, pour appuyer la stratégie de positionnement concurrentiel que l'agence développe a priori pour attirer des investissements étrangers. Comment se positionne-t-on sur les atouts du pays, les fondamentaux, les projets structurants, les grands investissements publics, et également quelles sont les priorités de développement, quels sont les types de projets que l'on veut attirer, etc. Enfin, tout ça, c'est le positionnement concurrentiel que vous aurez déterminé, et la stratégie image sera bien là pour alimenter ce positionnement. Elle doit aussi tenir compte non seulement de l'objectif en quelque sorte qui est lié à ce positionnement concurrentiel, mais aussi de l'état des lieux, c'est-à-dire quelle est l'image du pays et comment est-ce qu'on peut éventuellement, au travers des bons messages, faire passer auprès de l'investisseur une évolution de l'image actuelle qui peut avoir des points positifs, mais qui peut aussi être entaché d'un certain nombre de préjugés ou de stéréotypes négatifs, de positionnement également vis-à-vis des pays concurrents, donc de faire évoluer cette image vers l'image que l'on souhaite passer, une image plus attractive et plus positive pour les investisseurs. Donc tout ça, c'est le travail qui doit être fait pour aboutir à un positionnement image. Par exemple, là je prends l'exemple de la campagne que l'on avait fait pour Creative France. Le positionnement, c'était de positionner notre pays, la France, comme un pays bien adapté pour des projets de recherche-développement, pour des projets qui sont liés à la créativité, etc. Ce qui nous a permis effectivement de développer ce message Creative France, et ensuite derrière de construire les objectifs qu'on allait pouvoir mettre derrière. Alors avant de parler d'objectifs, il faut d'abord déterminer les cibles. Qui veut-on toucher par cette action de communication? Pour ce projet-là, Creative France, nos objectifs étaient les grands groupes étrangers, notamment dans le domaine tech, grands groupes, et dans une certaine mesure également les startups, notamment les startups à forte croissance, la diaspora, et notamment la diaspora universitaire, les chercheurs et les cadres français à l'étranger qui pouvaient être intéressés pour revenir développer des projets de recherche en France, et puis tout ce qui est relais, influenceurs, presse, think tank, voilà ce qu'étaient nos cibles. Ensuite, on a dû décliner ce positionnement image Creative France en objectifs concrets. Qu'est-ce que l'on vise? J'en cite deux ici. Le premier qui était de sortir de l'image France égale tourisme et gastronomie, mais pas business, qui est un stéréotype que l'on retrouvait notamment dans le feedback que nous donnaient certains investisseurs, pour passer à France égale recherche et développement, créativité. Donc, on part d'une image qui n'est pas forcément négative, qui est la France est très attractive, mais plus pour la qualité de vie, vers une image, la France est attractive pour la qualité du business qu'on peut y faire, notamment sur les aspects recherche, développement, créativité. Un deuxième objectif plus de moyens était dans cette campagne de valoriser les succès technologiques et leaders intellectuels de la France. Et c'est à partir de ces objectifs qu'on a développé la campagne de communication. En l'associant à des indicateurs d'objectifs, des indicateurs de performance, alors
SMART pour reprendre l'acronyme consacré, donc des indicateurs mesurables, pertinents par rapport aux objectifs et quantifiables. Donc j'en cite deux ici. Le premier, c'était le taux de reconnaissance, c'est-à-dire dans les enquêtes a posteriori qu'on faisait après la campagne, l'identification qui était faite par les investisseurs interrogés de la France à la notion de créativité et de terre de recherche et développement. Et puis un objectif plus concret pour nous, bien sûr, qui était le nombre de projets d'investissement en recherche et développement et dans le domaine tech en général, qui étaient générés, ou en tout cas que la campagne avait contribué à générer sur notre pays. Ayant ces messages, ayant ces objectifs, la question suivante était quel message va-t-on essayer de faire passer pour pouvoir atteindre ces objectifs? Il faut que ce soit des messages pratiques, adressés et ciblant précisément les investisseurs potentiels ou le relais d'opinion, think tank, influenceurs, et qui pourront être portés par des investisseurs présents en France. Alors là, j'en cite toujours à propos de cette campagne Creative France que l'on avait développée, 4 messages, il y en avait d'autres, mais 4 principaux messages. Premier message, la R&D bénéficie d'un environnement universitaire de première qualité en France. Deuxième message, les chercheurs et ingénieurs français sont numéro 1 en Europe en termes de disponibilité à l'embauche, de productivité, de qualité. Un troisième message, le crédit impôt recherche réduit considérablement le coût de la R&D en France, qui est un argument qui avait été testé auprès des investisseurs et qui effectivement est un argument qui faisait mouche, si on peut dire. Et puis un quatrième message, alors qui est plus général, pas forcément seulement sur la R&D, mais qui devait être porté également dans le cadre de cette campagne, qui était globalement que faire du business en France est plus facile qu'on ne croit en termes de formalités, de droit du travail, d'accès au marché, d'impôts et taxes, etc. Voilà, donc ces messages étant identifiés, on passait. Le quatrième point, c'est une fois qu'on a déterminé ces messages, quelle peut être la contribution des investisseurs? Alors le premier, on l'a déjà vu, c'est qu'ils nous ont aidés à déterminer quels étaient les messages qu'il était pertinent de passer, en nous aidant à identifier les préjugés ou les stéréotypes négatifs qu'ils pouvaient avoir sur la France et les points forts qu'ils reconnaissaient et qui pouvaient être donc des points sur lesquels appuyer les messages que l'on allait vouloir passer. Le deuxième niveau ensuite, c'était bien entendu de faire passer ces messages en utilisant leurs témoignages directement. Leurs témoignages pratiques sur leurs expériences vécues, des success stories, mais également, à ne pas négliger, d'alimenter nos argumentaires généraux en données concrètes sur les projets qu'ils avaient réalisés, au-delà des témoignages directs qu'ils pouvaient faire. Un point important, c'est dans tout cela, il est important de privilégier, quand on veut faire parler les investisseurs à d'autres investisseurs, des messages spécifiques et qui soient démarquants. Alors, je voudrais expliquer un petit peu ce que j'entends par là, en évoquant les limites du témoignage d'investisseurs dans des campagnes de communication ou dans des campagnes images comme on peut tous en mener. Alors, la première limite, c'est que ces témoignages d'investisseurs ont une portée limitée. Un investisseur qui parle de son expérience positive sur son pays, c'est bien, c'est un exemple très intéressant et utile, mais comme le dit le dicton, on ne peut pas faire d'un exemple une généralité. Il y a beaucoup d'investisseurs, il y en a un qui est très content, mais qui nous dit qu'il n'y en a pas d'autres qui sont moins contents, voire qui sont carrément mécontents. Donc, il faut faire attention à ne pas penser que le témoignage d'un investisseur vaut forcément pour tous les investisseurs possibles, et ça, les investisseurs eux-mêmes en ont bien conscience. L'autre limite à laquelle on est confronté est que la plupart de nos concurrents, autres pays, nos voisins,
utilisent également ces témoignages d'investisseurs dans leur campagne. Donc finalement, on se retrouve avec des témoignages que l'on va devoir mettre face à face, parfois même venant des mêmes groupes, lorsque une grande entreprise a des sites présents dans plusieurs pays. Pour nous, par exemple, si on veut faire témoigner Toyota sur son investissement en France, mais qu'il témoigne également sur leurs investissements en Espagne ou en Angleterre, ça peut évidemment biaiser un petit peu le message. Et puis le dernier point auquel il faut faire attention, c'est que certains dirigeants d'entreprise sont réticents à participer à ces campagnes pour un pays donné, précisément souvent d'ailleurs parce qu'ils ont des investissements dans plusieurs pays et qu'ils ne veulent donc pas donner l'impression de favoriser un pays par rapport à un autre. Alors, tout ceci nous a amené à prendre un petit peu du recul sur cette question des témoignages des investisseurs, non pas en les écartant parce qu'encore une fois, ils sont extrêmement utiles, mais en faisant attention à ne pas tout baser sur les témoignages des investisseurs. Il faut trouver une sorte d'équilibre dans les messages que l'on va passer entre ce qu'on pourrait appeler l'émotionnel, le témoignage d'investisseur à investisseur, donc sur des témoignages qualitatifs, et le rationnel de passer des messages plus sur des faits, sur des données vérifiables qui vont donner de la substance à ces témoignages positifs. D'où l'idée de privilégier les messages spécifiques. Demander à un investisseur, par exemple, hein, de dire que le pays, il est très content de l'investissement dans le pays, ça s'est bien passé et il a une activité très profitable et très productive. C'est probablement vrai, il peut le dire de façon convaincante, mais ça ne donne pas d'informations très précises à un investisseur non encore présent dans le pays qui va dire oui mais ok mais ça j'ai d'autres investisseurs qui vont me dire la même chose du pays voisin. Si par contre il peut dire des choses beaucoup plus spécifiques, si par exemple un des messages à passer est que dans le pays il y a pas autant de grèves qu'on peut le penser vu de l'extérieur. Bon, je cite un exemple qui s'applique notamment à la France. Eh bien, si vous avez un investisseur qui peut dire je suis présent en France depuis maintenant 20 ans avec une usine de 300 personnes et je n'ai pas eu un seul jour de grève, c'est un fait, c'est quelque chose de concret qui va avoir plus de valeur qu'un témoignage plus général qui lui sera de beaucoup moindre portée. Alors, les vecteurs pour communiquer, il y en a plusieurs. J'en cite quelques-uns ici. Alors, les événements de haut niveau, qui sont réservés effectivement, qu'il ne faut pas renouveler trop souvent, mais ça peut être un ou deux événements par an. J'ai mentionné pour nous le Choose France Summit et l'action sur le sommet de Davos. Ça peut être pour vous des conférences annuelles avec les investisseurs dans le pays ou à l'étranger. Et là, on cible un niveau très haut, que ce soit au niveau de l'État, président, des ministres, et des investisseurs étrangers, des grands groupes, des grands patrons. Ça peut être des événements collectifs, disons de plus courants, participation à des conférences, à des séminaires, notamment en faisant intervenir, lorsque c'est possible, le patron, le CEO d'une entreprise étrangère, dans le cadre d'une conférence, par exemple, ou dans le cadre d'un séminaire que vous organisez ou qui est organisé par un tiers. Et puis dans tout ce qu'on va pouvoir ensuite utiliser dans notre prospection ou sur nos sites web ou sur nos campagnes LinkedIn de tweets et autres, c'est les témoignages écrits ou témoignages vidéo, donc qu'on va utiliser ensuite dans les campagnes de communication et dans nos documents marketing. Il y a un dernier point que je mentionne parce qu'il est parfois un petit peu sous-estimé dans son intérêt, c'est également d'utiliser les investisseurs présents pour susciter un dialogue individuel avec des investisseurs non encore présents, mais qui sont porteurs d'un projet donné. Si vous avez la possibilité, lorsque vous avez un investisseur qui réfléchit à investir dans votre pays, mais qui a certains points sur lesquels il hésite, de lui proposer
un rendez-vous physique ou téléphonique avec un investisseur déjà présent pour parler de ce point précis, ça a un impact beaucoup plus important que tout ce que vous pourriez vous-même lui dire. Je prends un exemple pour la France, par exemple, sur cette question du droit du travail, du dialogue social. Nous avions validé avec le DRH, le directeur des ressources humaines, d'un grand groupe américain qui était présent en France depuis une vingtaine d'années et qui était tout à fait d'accord pour apporter son témoignage, le fait que lorsqu'on avait un investisseur étranger qui s'intéressait à la France, mais qui se posait des questions sur le dialogue social, on lui disait, bah, écoutez, vous pouvez appeler monsieur X de la société américaine en question, voilà son numéro de téléphone, il sera ravi de vous parler de son expérience. Et cela avait évidemment beaucoup plus d'impact pour nous que de dire les mêmes choses nous-mêmes, mais venant d'une agence de promotion dont c'est le métier. Alors, comment est-ce qu'on va collecter tout ce matériau qu'on va ensuite utiliser pour les messages, les interventions en conférence, etc. Qui est en charge? Euh, Ça dépend de votre organisation, bien sûr. Ça peut être une équipe aftercare dédiée, dont le boulot est de rencontrer les investisseurs présents sur le territoire pour discuter avec eux de leurs projets et donc éventuellement récolter leurs témoignages. Ça peut être aussi, dans certains cas, l'équipe communication. Ça peut être aussi, il ne faut pas l'oublier, les partenaires, vos partenaires au niveau régional, au niveau national, qui vont démultiplier pour vous les occasions de contact et l'identification de témoignages intéressants auprès de ces investisseurs présents dans votre pays. Si vous voulez, lorsque nous, on voulait faire, par exemple, un témoignage sur l'impact du crédit impôt recherche, on a interrogé nos partenaires régionaux dans toutes les régions françaises en disant on cherche quelques témoignages pertinents sur le sujet. Est-ce que vous avez des choses à nous faire remonter? Et nos partenaires régionaux, agences régionales de développement, étaient ravis de nous communiquer des exemples qui permettaient au passage de mettre en valeur leur région. Donc les partenaires sont très utiles pour la collecte d'informations sur ces messages à passer. Alors, comment ensuite on va collecter ces informations? Et bien sûr, les entretiens directs avec les entreprises dans le cadre de notre action Aftercare. Ça peut être parfois des entretiens ciblés pour l'action de marketing, mais en règle générale, ce seront plutôt au travers d'entretiens multi-objectifs où on va discuter à la fois de l'avancement du projet, des aspects attractivité et plaidoyer, et aussi des aspects témoignages, satisfaction et donc éventuellement participation à nos campagnes de communication. Ça peut être aussi au travers d'actions plus collectives comme les enquêtes de satisfaction qui permettent d'identifier des témoins potentiels ou des ateliers collectifs qu'on peut organiser dans le cadre des clubs entreprises ou par exemple ou clubs sectoriels qu'on organise au bénéfice de nos investisseurs dans la région. Enfin, il ne faut pas oublier la veille presse parce qu'on trouve toujours dans la presse, notamment dans les presses locales, des informations intéressantes qui peuvent remonter des entreprises présentes sur le territoire. Il ne reste plus, une fois qu'on a fait cela, qu'à construire son plan d'action image en se fixant des objectifs pour le plan d'action de l'année. Qu'est-ce qu'on veut exactement atteindre, les quantifier au travers de quelques indicateurs, d'identifier les actions pertinentes que l'on va pouvoir mener pour atteindre ces objectifs. Alors, soit des actions vraiment ciblées image ou des actions multi-objectifs, comme on l'a dit tout de suite. Et puis ensuite, une fois qu'on a construit ce plan d'action image, ce qu'on veut faire, quel type d'action on veut mener, de voir comment on va l'arrimer et la coordonner avec le plan de dialogue public-investisseur qui est mené par ailleurs avec ces autres objectifs d'aftercare. Je rappelle le tableau qui avait été présenté au dernier séminaire. L'ensemble des actions que l'on peut mener dans le cadre du dialogue public-investisseur ont généralement plusieurs objectifs potentiels et donc l'idée est pour chaque type d'action que l'on va mener toujours de penser à quel résultat on peut obtenir et quel objectif il faut se fixer pour chacun des objectifs potentiels en aftercare, en plaidoyer ou en marketing image. Alors un exemple, par exemple, c'est quand vous préparez un guide d'entretien pour un entretien visuel, c'est dans les questions abordées toujours d'avoir les 3 rubriques, dont une rubrique
marketing, image. Est-ce que dans l'entretien que je vais avoir avec telle entreprise après-demain, il y a des sujets éventuellement d'image à aborder? Est-ce que ça peut être intéressant de savoir s'il acceptera de témoigner lors de notre prochaine conférence, notre prochaine campagne de communication, etc. De façon à pouvoir effectivement aborder le sujet lorsque vous serez en rendez-vous. Je passe rapidement là-dessus parce que ça avait déjà été évoqué au dernier séminaire. Bien sûr, le dialogue doit s'appuyer sur une base de données bien documentée sur les investisseurs présents et ensuite sur l'ensemble des actions qui ont été menées avec eux pour pouvoir bien suivre l'évolution de la relation avec chacun de ces investisseurs et s'appuyer sur une convention de partenariat avec les acteurs nationaux et locaux impliqués pour assurer la cohérence d'action avec l'ensemble des partenaires. Et dernier point, il faut évidemment que vous vous assuriez que vous avez bien les moyens humains et budgétaires pour mener toutes les actions et atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Alors, je terminerai par quelques exemples d'objectifs que l'on peut fixer en termes d'image pour le dialogue public-investisseur. Donc pris de l'exemple de Business France. Alors, premier indicateur très simple qui est le nombre de rendez-vous individuels réalisés avec des investisseurs faisant remonter des contributions d'investisseurs à l'action de communication image, des success stories, des points positifs qu'on va pouvoir valoriser dans des arguments marketing, etc. Le autre indicateur, c'est le nombre de thèmes de communication et de messages cibles pour lesquels un témoignage utilisable a été recueilli. Si vous avez un certain nombre de thèmes et que vous voulez que ces thèmes soient supportés par des messages d'investisseurs, eh bien là, effectivement, il faut que vous vous organisiez pour que sur chaque thème, vous identifiez un investisseur qui va pouvoir apporter le bon témoignage. Alors, les thèmes, ça peut être par exemple, il y a la question de la qualité de la main-d'œuvre, il y a la question de la fiscalité, il y a la question de la qualité des infrastructures ou des communications. Et bien voilà, sur chacun de ces 4 thèmes, je voudrais avoir cette année 1 ou 2 témoignages de mes investisseurs. Troisième exemple d'indicateur, c'est le nombre de témoignages d'investisseurs réalisés et mis en ligne. Là, on est directement dans la production. Le nombre d'interventions d'investisseurs sur leur expérience du pays à des événements internationaux. Et dernier exemple d'indicateur, c'est le taux de satisfaction des investisseurs sur leur participation à la valorisation de l'image des pays. Donc, est-ce que, au-delà de la pertinence des messages qu'ils ont passés, est-ce qu'eux-mêmes se sont sentis valorisés par la participation qu'ils ont fournie à ces actions de communication? Voilà, en conclusion, je terminerai par 3 points pour résumer tout cela. Alors, le premier point, c'est qu'effectivement, la contribution des investisseurs à la mission de communication sur l'image du pays est importante et elle a 2 fonctions principales, c'est d'aider à la définition des objectifs et messages et ensuite de porter ces messages vers les collègues investisseurs. Deuxième point important, c'est que les témoignages qualitatifs qu'ils vont pouvoir apporter, ces témoignages sont essentiels dans la stratégie de communication image, mais ils doivent être bien ciblés sur des messages démarquants et complétés par des approches plus quantitatives avec des données vérifiables, des données effets vérifiables. Le troisième point, c'est que cette contribution du dialogue public-investisseur au plan de communication et à la stratégie d'image ne doit pas être laissée finalement au bon vouloir ou au hasard de vos actions. Elle doit être vraiment planifiée et intégrée dans un plan d'action annuel avec des objectifs quantitatifs mesurables, un plan d'action détaillé et une mesure d'indicateur clé avec donc les moyens en ressources humaines et en budget nécessaires pour mener ce plan d'action. Je vous remercie et je reste à votre disposition pour toutes les questions que vous auriez. Vernio, d'être pour cette présentation. Alors, je vois que tu es là, Philippe, et bonjour. Oui, bonjour. Et encore désolé pour la confusion dans les horaires. J'étais encore à l'heure d'été, désolé. Pas de problème. D'ailleurs, je vois que tu es accompagné par plusieurs collègues de Business France. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je vois sur le chat, il n'y a pas de questions. Vous pouvez lever la main. You can raise your hand if you have a question for Philippe or if you want to comment also with your experience. Si vous voulez partager votre expérience de comment vous travaillez cette relation investisseur pour améliorer votre marketing ou votre promotion. If you want to share your experience on how you use this relationship with existing investors to
improve your promotion or to feed your promotion. So feel free to raise your hand or to write the question in the chat. Hein, vous pouvez écrire dans le chat. Ah voilà, une question. Donc Zied Larbib, tu veux prendre la parole? Bonjour à tout le monde d'abord. Je voudrais réagir sur l'intervention de Philippe concernant particulièrement les témoignages des entreprises dans les actions de promotion. Bon, je vais développer par la suite tout ce qui est bien sûr aftercare et rétention. Mais là, je voudrais spécifier ce qu'on fait, en tout cas au niveau de FIPA, à l'extérieur quand on discute, quand on organise des séminaires de promotion, c'est qu'on utilise de plus en plus souvent des entreprises et surtout des startups tunisiennes pour qu'il y ait un retour non seulement d'entreprises étrangères implantées en Tunisie, mais aussi d'entreprises locales qui parlent le même langage. Ce qu'on veut surtout, bien sûr, et comme tu l'as dit, c'est que des gens parlent le même langage. C'est vrai qu'à notre niveau et comme agence gouvernementale, c'est bien, on dit bien sûr que du bien de notre pays, mais avoir un opérateur qui soit local ou étranger, c'est encore plus impactant. Et c'est ce qu'on utilise. Le témoignage fait intégralement partie de notre travail à l'étranger ou en Tunisie quand on fait des manifestations de promotion. Okay, I will translate Zied. So your testimonial, you're testifying that in Tunisia as well, more and more you are using, when you do workshop, roadshows to promote the country, more and more you are using not only testimonial of existing investors and existing SMEs or companies that are in the foreign companies that are in the country, but also local startups to testify about their success or expansion in the country. In the view of having people speaking the same language of the prospective investors, or the prospecting companies that are attending this roadshows. So, merci pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voulais, par rapport à vous deux, à ce moment-là, sur ces questions, à Philippe et peut-être à toi, Zied aussi. Moi, je suis intéressé effectivement par ce que Philippe a évoqué, c'est-à-dire le rendez-vous individuel. Dans une phase de prospection, pouvoir bénéficier de l'aide d'un investisseur existant dans le pays qui vient renforcer votre discours, passer un coup de fil à l'investisseur que vous êtes en train de prospecter pour lui dire oui, effectivement, ça se passe bien pour moi, ou ça se passe de cette manière-là, et tu peux avoir confiance, etc. Est-ce que il y a un lien, enfin, je veux dire, est-ce que dans votre promotion, dans l'utilisation de ces témoignages d'investisseurs, vous êtes attentif au secteur, au type de projet, au type de pays? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on va attraper un investisseur espagnol avec un investisseur existant espagnol, ou est-ce qu'on va plutôt attraper un investisseur espagnol avec quelqu'un qui est dans le même secteur que lui? Est-ce qu'il y a des mécaniques un peu que vous avez réussi à identifier dans ce genre de stratégie d'utiliser le témoignage investisseur dans la prospection? I translate. Are there strategies or tactics that you have identified to prospect investors with this tool of testimonials and using existing investors? So, do you have to use investors from the same country of the prospect or same sectors? Or what are your tactics in this domain? Peut-être si tu permets, Philippe. Oui. Comme tu veux, allez, vas-y. Oui. Bon, le premier élément de réponse, c'est que je ne pense pas qu'il y ait une recette générale qui puisse être appliquée de façon systématique, de dire par exemple, si on veut attirer un investisseur espagnol, il faut des témoignages espagnols, ou si on veut attirer un investisseur dans l'automobile, il faut des témoignages dans l'automobile. Alors, je dirais au-delà de ça que effectivement, les témoignages de pairs dans le même secteur
sont souvent plus pertinents que les témoignages d'entreprises de la même nationalité, parce que une entreprise qui est, par exemple, je prenais l'exemple dans le secteur automobile, si c'est une entreprise américaine, elle va être soucieuse de savoir si son business dans le secteur automobile peut se développer en France, par exemple, à partir de la France sur l'Europe. Et pour elle, ce qui sera important, c'est l'environnement du secteur automobile. C'est pas forcément l'environnement offert aux sociétés américaines en tant que telles. Bon, cela dit, au-delà de ces recettes qu'on peut avoir, je crois que ce qui est important pour nous, et c'est ce qu'on essaye de faire au maximum, c'est de bien cibler, de bien savoir où on veut aller, et à partir de là, de cibler de quel témoignage on va avoir besoin. Et c'est ce que je disais dans la programmation, c'est-à-dire que on pourrait finalement organiser ces collectes de témoignages de deux façons. La première façon qui est allons-y, cherchons, rencontrons des investisseurs, essayons de voir s'ils sont contents et on récupère le maximum de témoignages et ensuite on verra bien ce qu'on en fait. Ça peut être après tout une façon de faire. Une autre façon est beaucoup plus ciblée, c'est de dire quel témoignage on veut, de quel type d'entreprise, éventuellement de quelle nationalité ou de quel secteur, pour passer quel message vers quel type d'investisseurs potentiels, et à partir de là, de cibler effectivement d'avoir une stratégie organisée. Alors, suivant les cas, ça pourra être, si notre cible, c'est des entreprises dans le secteur des énergies renouvelables, on va étudier le marché, on va regarder quels sont les acteurs dominants, quels sont ceux qui sont présents en France, quelles sont les réticences et quelle est l'image du pays sur ces secteurs-là, etc., les sujets historiques qu'on a, et on déterminera finalement de quoi on a besoin comme témoignage. Ça peut être effectivement, il nous faut des témoignages d'entreprises allemandes parce qu'aujourd'hui c'est ce qui compte, ou ça peut être, il nous faut plutôt des témoignages d'entreprises qui sont très pointues sur l'éolien, qu'elles soient japonaises, chinoises, allemandes ou autres. Et une fois qu'on aura déterminé cette cible, on va organiser notre plan de discussion avec les entreprises pour dire s'il me faut un témoignage, par exemple, d'entreprises dans l'éolien ou d'entreprises allemandes du secteur des énergies renouvelables, regardons ce que nous avons de déjà présent en France et on va organiser des rendez-vous pour voir si effectivement ils ont des témoignages positifs et comment ils peuvent et s'ils sont OK pour ensuite qu'on les utilise. Thank you, Philippe. So what you're saying is we have to have a targeted approach, being clear about what we are looking for. Is it related to a specific project, specific prospect, or is it related to a specific message we want to convey to our communication, to our branding, and investigate about the appropriate testimonials in relation to this objective, be it renewable energy, be it automotive, etc., or be it attracting a Spanish company, ou etc. Ziad, oui, tu voulais aussi réagir sur ce sujet? Oui, juste un point. On essaie que les actions qui se passent à l'étranger soient de plus en plus des actions sectorielles. Donc, par essence, les intervenants seront des intervenants qui opèrent dans un domaine bien particulier. Un second point, peut-être pour relativiser ce que vient de dire Philippe, on essaie au maximum que l'investisseur soit de la même nationalité que le pays visé, pour une raison simple, parce qu'il connaît l'environnement d'affaires de son pays d'origine, et pour essayer de matcher justement ce qui se passe en Tunisie et ce qui se passe dans le marché local, espagnol, italien. Et pour essayer de voir justement, que ce soit en termes de coûts et de pertinence de shortlister la Tunisie, quels sont les éléments qui peuvent être utilisés. Merci. So I translate. So more and more, essentially the foreign promotion is sectoral. When we do roadshow, what Ziad is saying, when they do roadshows abroad, it's mainly with a sectoral focus. Whereas when it's being with the objective of putting an existing investor in front of a prospect, potential new investors, having people from the same country is efficient because they can compare. They are more likely to compare the business environment in Tunisia to the existing business environment they know in their country of origin.
and so they speak exactly the same. They come from the same country. They compare the same things. So it's more efficient in this regard when it comes to compare the business environment. C'est bon. Il y a Monsieur Bouatou également, cluster algérien, qui voulait prendre la parole. La parole est à vous, Monsieur Bouatou. Oui, donc je disais merci pour l'intérêt de cette conférence extrêmement intéressante. Je voulais juste, je pense que Monsieur Philippe a bien, disons, exposé la stratégie, disons, globale, du cas de la France. Et il a parlé de plan d'action. Moi, je pense que c'est important de décliner, bien sûr, cette stratégie au niveau de, donc, des territoires, puisque je pense qu'il faille la relier avec le rôle des clusters. Nous sommes une organisation interclustering où nous avons donc 6 filières, et c'est important que chaque territoire fasse un peu, je dirais, du marketing territorial, dans le sens où les monographies donc régionales sont là pour sur le plan de la communication, pour justement relayer donc tout l'environnement, je dirais, des affaires. Voilà, je voulais juste remettre dans ce contexte. Et j'ai parlé aussi, enfin, ma question c'était de mettre une passerelle, enfin, un lien avec le Covid-19. Je pense qu'on est dans ce contexte, et voir justement quel est notre rôle pour justement sur le rôle, j'allais dire, le rôle d'image, et comment donc transcender cette crise par donc le biais de nouveaux investissements qui sont en rapport avec la défragmentation des chaînes de valeur et de la relocalisation des investissements. Je traduis, Monsieur Bouatou. Merci beaucoup pour votre question. What Mr. Bouatou from Algeria, cluster in Algeria, commented is that not to avoid and to miss the territorial dimension, there is a marketing role of the territory, of the local level, that is to be put in forward. There are monographies, so studies, comparative advantages studies for the territories, and this should be used to make a marketing of the country. And the second point that makes Mr. Bouatou is putting in perspective the presentation we just had from Philippe, and probably the one from the end we will have in a few minutes, with the current situation of COVID-19 crisis. Voilà. Donc à vous la parole. Si tu veux commencer pour changer cette fois, peut-être. Je ne sais pas si tu veux réagir sur le sujet ou pas, ou si on attend la fin de ton intervention pour ça. Peut-être, ouais. Allez, Philippe, à toi. Oui, je voudrais juste réagir. Je crois, Monsieur Bouatou, ce que vous avez souligné sur la prise de parole finalement des territoires et d'avoir une approche équilibrée des territoires, effectivement un point que je n'ai pas abordé dans ma présentation et qui est extrêmement important et que l'on doit prendre en compte, surtout pour une agence nationale hein, comme Business France ou comme FIPA. On doit adresser des messages qui parlent aux investisseurs, et c'est évidemment la priorité, mais on doit aussi faire attention à ce que nos partenaires sur le territoire en France, pour ce qui est de Business France, s'y retrouvent, si je peux dire. Parce que cette campagne de communication, ces messages que l'on passe, ce n'est pas les messages simplement de la France, c'est les messages de la France et de ses territoires, ou de la Tunisie et de ses territoires, de l'Algérie et de ses territoires. Donc, c'est un point aussi que l'on prend en compte dans nos campagnes d'image, c'est si on fait une campagne où on dit il faut qu'on ait peut-être une quinzaine ou une vingtaine de messages, ben bien évidemment, il ne faut pas que tous ces messages viennent d'entreprises qui sont implantées à Paris, à Lyon et à Marseille. Il faut veiller à ce qu'il y ait un équilibre de façon à ce que chacun des territoires se retrouve dans cette image et dans ce message que l'on passe. Obviously, it's part of the mission of the National Investment Promotion Agency to make sure that every territory finds itself and benefits from the promotion and the marketing and the image that is conveyed towards the foreign investment.
to foreign investors, and obviously the voice of territory is important. Je vais prolonger votre question, Monsieur Douatou. Est-ce que il vous arrive, l'un comme l'autre, d'utiliser justement un maire ou un élu, ou ça peut être aussi un législateur, quelqu'un d'un ministère de l'environnement sur une nouvelle loi? Est-ce que vous, en dehors on parle des témoignages d'investisseurs, mais est-ce que vous utilisez d'autres acteurs comme ça dans votre prospection, pour des rendez-vous ciblés, des rendez-vous individuels avec un investisseur? En fait, notre association ne va pas jusqu'à justement je dirais, ces rendez-vous B2B, comme vous le savez, on fait des webinaires. Je pense que la meilleure système, c'est de créer donc ce lien via des webinaires auxquels nous sommes vraiment assidus. Et je pense que Clarkson, et d'ailleurs Alima prend aussi cette opportunité, c'est d'intégrer nos membres qui sont la plupart des industriels, justement, et créer des projets collaboratifs, des opportunités d'investissement. Parce que le contexte actuel fait que le travail, donc, comme vous le faites actuellement, est très important pour justement suppléer à cette contrainte de contact physique. Et je pense que Business France l'a fait, je crois, au mois de juillet, et ça a été vraiment d'excellents résultats. Donc c'est maintenant qu'il faut préparer pendant la crise pour se projeter dans l'avenir, dans l'après-Covid. Merci. Et côté Tunisie ou France, est-ce que voilà l'utilisation des acteurs du territoire ou d'un ministère, ça vous arrive de le faire? Oui, juste un petit mot par rapport, si tu le permets, Philippe. Bien sûr, bien sûr. Au niveau du marketing territorial, et je remercie Monsieur Boitou pour la question. C'est vrai que notre souci, c'est que les entreprises étrangères soient présentes dans tout le territoire tunisien. C'est pour ça qu'on fait participer avec nous les chambres de commerce régionales au niveau régional, bon, pour les opérateurs privés de certaines régions, avec nous aussi les pôles de compétitivité, pour qu'ils donnent leur témoignage dans le sens de l'implantation des entreprises étrangères. Je voudrais aussi revenir sur le volet, bien sûr, positionnement post-Covid, qui est fondamental pour nos agences. Bien sûr, c'est un travail, c'est un exercice qu'on fait depuis donc le printemps pour essayer de voir un repositionnement de la Tunisie dans certains secteurs et dans certaines niches d'activité. On a par exemple redéfini nos secteurs prioritaires en fonction de ce qui se passe dans le monde et en fonction des relocalisations qui pourraient être décidées par de grands groupes à partir de la Chine, non seulement vers leur marché d'origine ou leur pays d'origine, mais aussi pour bénéficier de coûts compétitifs vers des pays de proximité, en tout cas en ce qui concerne l'Union européenne. Oui. Peut-être deux commentaires. Alors d'abord, en réponse à ta question, Emmanuel, effectivement, nous utilisons en permanence les opportunités que nous offrent, par exemple, les déplacements internationaux de ministres, de présidents de régions, de délégations de grands maires, le maire de Lyon, le maire de Marseille, le maire de Nice, etc., ou le maire de Paris, pour les intégrer dans notre stratégie de communication et dans notre stratégie d'image. Alors évidemment, on module ça si on est sur des objectifs, par exemple, comme je le disais, Creative France ou French Tech de recherche, développement et autres. Eh bien, s'il y a une mission du ministre de la Recherche, on va l'utiliser au maximum pour organiser des rendez-vous, pour organiser des entretiens presse, etc., dans le pays dans lequel nous sommes actifs, pour passer ces messages. Et la même chose avec les partenaires régionaux, c'est-à-dire que dans le cadre de notre stratégie de communication nationale,
on va inclure finalement la mise en valeur de chaque région lorsqu'il y a des opportunités, et en faisant attention bien sûr à ce que les messages passés qui mettent en valeur la région donnée, le sud de la France, l'Alsace, la région parisienne, rentrent bien et soient cohérents avec la stratégie globale d'image. Merci. So I translate for Ziad Larbib from FIPA Tunisia about the post-COVID situation. So obviously, local territorial marketing is important in Tunisia as well. That he reinforces this. But he was mentioning about the post-COVID repositioning of Tunisia. They are very cautious and careful. They are really concerned, by the topic, and really they are trying to convey, to develop a new marketing, a new image of Tunisia, not just an image, but really on basing this new positioning on the assets of Tunisia. And Ziad, we just speak about innovation, which is a very important topic of in this new repositioning, but also in the context of potential relocation from European companies that have established facilities for production in China and that would want, because of the COVID-19 situation, relocate this activity closer to Europe, closer to the head office, but with still competitive prices. And Tunisia is willing to play a tactic and a strategy in this domain to accompany this movement. If Philippe was saying that yes, indeed, Business France is using the elected people from local authority or national authorities, the ministers, the mayors, in their strategy, either when they travel abroad or when company visits the country to promote the branding and to promote the marketing of Business France. So, thank you very much. Thank you, Philippe. Merci beaucoup, Philippe, pour cette première partie. On va passer maintenant à la Tunisie avec Ziad Larbib. On va passer la vidéo de Ziad qui est traduite, qui est en anglais parce que Ziad a un parfait anglais et c'est traduit en français. C'est sous-titré en français. Voilà. Et puis on aura un échange avec Ziad ensuite. Hello, everyone. It's a real pleasure to be among all of you today and to share the experience of Invest in Tunisia agency in the level of image branding. For sure, FIPA activities on branding are being structured around communication through medias and the organization of promotional events abroad and here in Tunisia. Sectoral seminars and direct contacts with investors are also important parts in our branding actions and how we sell the Tunisian investment site overseas. But today I wish also to emphasize the role of aftercare and retention in enhancing the image of Tunisia. It is an important way to brand the country, especially after the outbreak of the COVID-19 crisis. It is here also important to mention that in Tunisia, and since the revolution, greenfield investment flows have significantly decreased. Indeed, the major investments that we've recorded since now 10 years were expansions from existing operators. Since then, they counted for more than 80% of the total FDI flows. These already implemented investors operated mainly in manufacturing industries such as aeronautics, automotive and textile sectors, IT services, and agribusiness. It is important to notice that the automotive and aeronautics activities have recorded this period a growth average of over 10% per year. All these sectors have important impact on growth, employment, and trade. These activities impacted positively trade balances of one of our main economic partners, France and Germany, for the 7 first months of the year. So in our daily basis work, the aftercare and retention are crucial, even more after the outbreak. The objective is not only to secure foreign companies' activities and their exports, but also to support their expansions in the country.
Actually, we strongly believe that aftercare impacts directly the brand of the country and has, by its own, the ability to attract new investments in Tunisia. I wish to share with you two cases of new setup and creation that have been done thanks partly to the contribution of our retention and aftercare actions. The first one is the expansion of the Japanese group Sumitomo, which is partly specialized in the automotive sector. Actually, the group is implemented in Tunisia since 2008. The presence of Sumitomo was now consolidated through a new creation investment of one of its branch, Sumitomo Electric Wiring Systems, with an investment of more than 20 million euros. TIPA contributed to this expansion through one-to-one contacts with group decision makers in Japan and by the organizations of prospect visits for their representative here in Tunisia. The second example is the expansion of one of the top specialists in the development of complex composite parts in aeronautics. It is concerning the French group Corse Composites. The company is implemented in Tunisia since 2010 and have last year extended its activities with an investment of 17.5 million euros. These two investment cases were made through our ability in taking care of existing foreign operators, thanks to the effective contribution of our partners here in Tunisia. So the retention and aftercare highly reinforced the image of the Tunisian investment site abroad and enhanced the visibility of its competitive assets in various sectors. That is to demonstrate the growing importance of aftercare and retention over recent years in Tunisia. That mainly shows the important trust demonstrated by the already implemented foreign investors for the country. Now, the second part of this intervention, where I wish to focus on the innovation parts of the Tunisian brand that we now wish to consolidate even more. Indeed, the challenge of the country is to enhance its image on high add value sectors. Our good rankings on the most important reports that are dealing with innovation and the already presence of a strong innovative ecosystem help to reinforce this image. Tunisia is, for instance, ranked as the first innovative country in North Africa by the last Global Innovation Index. Moreover, and thanks to its new legal framework, the Startup Act law, Tunisia enters a few weeks ago on the top 30 most attractive countries worldwide for startups. Actually, and due to its efficiency, this law inspired some African countries, such as Senegal and Ghana, that are searching to develop more efficiently their startup ecosystems. The post-COVID-19 brand of Tunisia will be definitely driven by the brand of innovation. The main strength of the country, still the skills of its human resources and their ability to innovate and to perform internationally. That had been shown recently in the beginning of the COVID-19 crisis, when startups and young people have demonstrated their ability to face the outbreak with a new brand solutions related mainly to artificial intelligence, robotics, 3D conceptions, and so on. So it is now the real challenge of Tunisia: how to position the site as an innovative destination with competitive costs. We strongly believe in our youth and in our innovative ecosystem composed by both Tunisian and foreign companies to participate to reinforce the branding of the country. Hopefully, the positioning of the Tunisian site in this period will help to attract the new opportunities that the crisis will generate. Now I turn over the floor and look forward to your comments. Many thanks. Très intéressant. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions
toujours, vous levez la main ou vous les écrivez dans le chat. If you want to put a question, you raise your hand or you put it in the chat. Oui, madame? Suzanne, vous voulez parler? Non? Disparu. Ma question, Zied, elle porte sur ce positionnement sur les startups. Effectivement, la Tunisie a fait le Startup Act qui est vraiment exemplaire et qui inspire beaucoup autour de la Tunisie, et pas seulement en Afrique du Nord, mais en Afrique subsaharienne et en Europe aussi. Je rappelle que c'est une expérience de collaboration entre un écosystème et un ministère pour construire une loi qui est à peu près répondu à l'ensemble des demandes de l'écosystème startup et qui a été assez exemplaire pour donner un statut à la startup qui lui permettait d'accéder à un certain nombre d'avantages et donc de faciliter la vie de ces jeunes entreprises. I will translate. Il y a eu récemment la loi sur le crowdfunding aussi, qui est un nouvel outil de financement. Donc, ces petites entreprises sont très nourries. Est-ce que ça a un impact sur la prospection de PME ou d'investisseurs plus grands? Parce que je vois que vous basez votre marketing là-dessus. Quel impact ça a finalement pour les plus grandes entreprises? So I translate. So indeed, Startup Act is an inspiring experience of a collaboration between a ministry, the Ministry of ICT, and the ecosystem, the startup ecosystem. And this law that emerged from there is really ticking all the boxes in the shopping list of the ecosystem, or at least many of the boxes. And there is a new recent law on the regulation of crowdfunding, which is also a new advance for small companies, startup companies. So what is the impact of these laws, this ecosystem, this startup scene towards the prospecting of SMEs and larger investments? Alors, tout d'abord, je voudrais revenir, et tu as eu raison de le mentionner, c'est vraiment un partenariat public-privé pour concevoir cette loi. Et c'est un des éléments fondamentaux. Donc, tout ce qui a été prime et incitation, ça a été vraiment en commun accord, véhiculé surtout par le privé. Donc, c'est pour ça que c'est impactant, d'ailleurs, pour le développement de l'écosystème des startups. Question visibilité maintenant pour les SMEs et les grands groupes à l'étranger. Il faut savoir que ces startups se développent considérablement à l'international. Ils ont réussi pas mal de levées de fonds, par exemple en 2018-2019, ce qui augmente par effet de levier tout ce qui est plus grande visibilité du site. Ils exportent beaucoup, que ce soit en Afrique ou dans le Moyen-Orient, mais aussi en Europe. Donc, c'est à partir de ces startups que l'image d'innovation de la Tunisie est véhiculée, et c'est à travers cette image que la visibilité est plus grande au niveau surtout de l'innovation. Et qui dit innovation dit bien sûr le développement de tout ce qui est recherche et développement, le développement aussi, une visibilité beaucoup plus grande de nos compétences à l'étranger. So yes, in this public-private partnership that was the processing for making this Startup Act is indeed very, very interesting, and that's why the law has an impact, because it answers the demand of the ecosystem, of the startups, of the companies. And because the startups, they develop internationally, they raise funds abroad, but they participate to the marketing of the country. They give visibility for Tunisia in the field of innovation, in the field of R&D, and in the field of the competencies more globally of the country. Je vois qu'il y a une intervention de Sefen Faten d'une chambre de commerce tunisienne. Vous voulez peut-être prendre la parole, madame, qui dit nous sommes une chambre de commerce du centre de la Tunisie, avec l'autorité d'investissement pour collaborer sur l'assistance des investisseurs. Voilà, qui dit qu'il y a beaucoup à faire avec les chambres de commerce sur les territoires. Si tu permets, Emmanuel, oui. Juste pour rebondir justement sur la question, bien sûr,
Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une forte relation avec les chambres de commerce régionales. Bon, c'est tant mieux qu'il y ait aussi un contact avec notre consoeur de la Tunisia Investment Authority. Donc, il faut dire que tout ce qui est rétention et aftercare se fait de manière collégiale et complémentaire. Donc, c'est quelque chose de très positif pour la rétention des entreprises étrangères qui sont implantées ici. Okay, so there is a collaboration with the local chambers of commerce to speak, to keep the links with the local, with investors in the regions and make sure that this aftercare is a condition together. Et Monsieur Bouatou revient sur la question sur le Covid-19 et sur ce que tu as dit à propos des relocalisations, qui était effectivement un enjeu important. Est-ce que ça serait une opportunité pour le développement des territoires à nouveau? Alors bon, je continue peut-être sur ma lancée, peut-être que Philippe interviendra aussi sur la question. En tout cas, pour la Tunisie, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien d'impliquer toujours les territoires et d'avoir des témoignages aussi d'entreprises qui sont présentes dans ces territoires pour que l'attractivité soit encore plus grande. Je prendrai par exemple l'exemple du groupe textile Benetton qui a implanté fortement et qui a fait des partenariats avec des entreprises tunisiennes au niveau des régions. Et c'est impactant aussi de donner cette image que les zones, ce qu'on appelle les zones de développement régional, qui sont les régions à l'intérieur du pays, sont aussi attractives et qu'elles peuvent permettre d'avoir une certaine attractivité de tout le territoire tunisien. Maintenant, en ce qui concerne plus la relocalisation, bien sûr, on les fait participer et on va les faire participer dans tout ce qui est stratégie nationale, point de vue repositionnement. Il faut savoir que chaque région développe des chaînes de valeur spécifiques et en fonction de ces chaînes de valeur, bien sûr, ils participeront à la visibilité, au repositionnement du territoire tunisien. Bon, je crois que les deux secteurs où on a vraiment fait un repositionnement, enfin, on a priorisé surtout, c'est tout ce qui est concerne, c'est les secteurs stratégiques par excellence. Tout ce qui concerne les secteurs, enfin la filière pharmaceutique, on va dire, et la filière médicale et paramédicale, et la filière agroalimentaire. Et ça, c'est dans quelle région? C'est plutôt, bon, l'agroalimentaire, c'est plutôt dans le nord de la Tunisie. Donc, on va essayer justement de mettre en place des moyens de visibilité pour ces territoires. La pharmacie, c'est le centre. C'est le centre qui est développé, disons, en mini-cluster de pharmacie. Il faut savoir qu'on a pas mal d'entreprises aussi qui exportent aussi en Afrique. Et ça peut être également un moyen d'attractivité intéressant pour des entreprises européennes qui seraient intéressées par la suite de développer du business en Afrique. I will translate. So indeed, in Tunisia, they use testimonies of enterprises that are in the regions, in the territories. For example, they had mentioned Benetton, which has the Italian textile company, who has a very good collaboration with local companies, and so it's important in their marketing that they promote a good experience and investments towards these regions, which are underdeveloped if we compare to the shores or to the capital city. And so there is a challenge also development in these regions. So the good experience are very important to market and to promote. Concerning the relocation that he mentioned, obviously the territories, the local level is involved in the promotion or in the marketing, but depending on their capacity and on their specialties. For example, Ziad mentioned that the center of the country has quite competencies in pharmaceutical and medical competencies, whereas the north of the country is quite it was quite good in agri-food.
Philippe, you want to say something? Philippe, je vois que tu... Voilà, je remets mon micro là. Vous m'entendez? Okay. Oui. Oui, je voudrais simplement effectivement rappeler cette dimension de la participation des territoires dans l'ensemble de notre travail d'attractivité, hein, pas seulement évidemment la stratégie d'image, mais depuis la stratégie même de positionnement des efforts de prospection, hein, comme l'a évoqué Ziad tout à l'heure, hein, sur quel secteur prioritaire, etc. C'est quelque chose que l'on a développé depuis maintenant plus de 20 ans en France avec les partenaires territoriaux. On a peut-être une spécificité par rapport à d'autres pays ou d'autres régions, c'est qu'on a des agences régionales qui sont généralement assez puissantes et assez développées en termes de positionnement sur l'attraction des investissements dans beaucoup de grandes régions françaises, et que donc il était indispensable de coordonner nos actions et de les intégrer dans le plan national, que ce soit sur la définition de la stratégie et des secteurs prioritaires, que ce soit ensuite dans les plans d'action et dans leur participation au plan d'action, et bien sûr dans tout ce qui est aftercare. L'aftercare, par essence, comme c'est sur le terrain, doit passer par les partenaires régionaux, en tout cas être étroitement coordonné avec eux. Donc c'est ce qu'on a aujourd'hui dans le concept de ce qu'on appelle le Team France Invest, hein, qui est donc un partenariat avec des conventions de partenariat signées avec tous nos partenaires régionaux et avec lesquels on traite l'ensemble de la chaîne de l'attraction, hein, depuis la stratégie, les plans d'action, les actions de prospection, l'aftercare et le suivi des investisseurs. So yes, so they have set up this strategy in France called Team France Invest, which involves the entire chain working to the attraction of investment from the ministries, national agency, and the local level with the local chambers, local agencies, also the regions that are involved in these processes, and so it's important. Sorry, Philippe, I didn't note everything you said. If you want to translate, maybe in substance. Yeah, no, yeah. So you mentioned this Team France Invest. So basically, Team France Invest, we have signed cooperation agreements with all regional players in all 13 regions in France, with whom in relation with these agreements, we treat the complete chain of the attraction of foreign investors from the strategy, which sector, which priorities, to the marketing tools, to the, of course, to the prospection action, to the negotiation of the project and aftercare. So this is a fully integrated, I would say, chain of work that we do Business France with our regional partners. Alors, il y a une dernière question de Marco Cunetto, donc le directeur justement du projet Epsomed. Est-ce que cette aftercare, cette stratégie d'aftercare, ça crée de l'emploi? C'est un enjeu de création d'emplois important. Alors moi, ma réponse bien sûr est oui, quand on sait que c'est 60 à 80% des investissements qui viennent de réinvestissement. Évidemment que l'aftercare, c'est un potentiel de création d'emplois, mais est-ce que vous avez des chiffres sur l'emploi, des réinvestissements, des croissances des projets, que ce soit en France ou en Tunisie? Bon, peut-être pour commencer par la France. Alors, effectivement, je confirme ces chiffres. Si on prend les chiffres de Business France, nous avons à peu près plus de 40%, peut-être pas tout à fait la moitié, mais plus de 40% de nos projets d'investissement chaque année qui sont des projets de réinvestissement. Donc, c'est dire l'importance effectivement des entreprises déjà présentes sur le territoire dans le développement de nouveaux projets et la création d'emplois. Alors, il y a un deuxième impact qui est important à noter, c'est la rétention des investisseurs, la rétention des projets d'investissement déjà existants. On est tous confrontés dans notre travail au phénomène des entreprises qui quittent le territoire, qui ont des difficultés, qui peuvent être d'ordre divers et qui à un moment donné vont réduire,
voire même fermer leurs activités dans le pays. Et ça existe absolument partout. Et donc, il n'y a qu'une seule façon de prévenir cela, c'est de faire de l'aftercare, c'est d'être aux côtés des investisseurs, d'identifier les projets, les difficultés qu'ils ont et les risques de départ qu'il peut y avoir, et ensuite de travailler avec eux à éviter ces départs. Alors évidemment, on n'évite pas tout, mais chaque année, nous avons en France plusieurs milliers d'emplois qui sont ce que nous appelons sauvés par essentiellement ce travail d'aftercare. So the question was about whether aftercare creates significant impact on job creation, and Philippe for France said that 40% of their FDI, foreign direct investment, comes from existing investments or reinvestment, and there is not only the reinvestment, there is also the retention of projects. I mean, when a company is in the context of failure or maybe leaving the country, there is only one way to make sure the company stays rooted in the territory and that the jobs are saved, is aftercare. So it's keeping a relation with this company. Ziad, oui, sur cette question de l'impact et des chiffres peut-être. Oui, alors les chiffres pour en tout cas les 10 dernières années, ça se chiffre en dizaines de milliers. Ce qui est intéressant, c'est les secteurs. Ce sont les secteurs qui sont le plus impactés par ces emplois. C'est surtout tout ce qui est en relation avec les industries mécaniques, électriques et électroniques, qui sont les piliers, et on connaît des développements assez conséquents dans les composants automobiles et les composants aéronautiques. Il faut savoir qu'en Tunisie, plus de 407 000 emplois sont générés en stock, sont générés par les entreprises étrangères, et avoir déjà des dizaines de milliers d'emplois au courant de cette décennie, ça veut dire que c'est assez impactant, sans connaître le taux global de ces emplois au cours de ces 10 dernières années. Mais encore une fois, ça a été généré dans des secteurs bien déterminés. Donc, concerning Tunisia, the impact is several 10,000 of jobs, so it's very, very significant over the last decade, but mostly in specific sectors which are mechanic, electronic, electric equipment, as well as the automotive and aeronautic, which are of this for automotive and aeronautic, which are specific sector where there have been a lot of reinvestment and therefore a lot of creation of new jobs and development of this sector in Tunisia over the last decade. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? N'hésitez pas. Non? Alors, il y avait une remarque de M. Boitou à nouveau pour dire: est-ce que Anima a un programme pour promouvoir les opportunités de co-développement? Mr. Boitou asked whether we have a program to promote co-development opportunities around the Mediterranean. So, donc, j'ai parlé de ce programme de peer learning. Ce programme de peer learning, il permet un peu de développer les projets qu'on veut. J'ai une petite mouche qui me passe devant, désolé. C'est-à-dire que c'est un projet de mini-jumelage entre deux organisations. Donc, typiquement, M. Boitou, si vous êtes un cluster algérien et que vous souhaitez travailler avec un cluster français, italien, espagnol, grec, sur des secteurs comparables, et pour développer justement du co-développement, c'est-à-dire des partenariats technologiques entre vos entreprises ou des partenariats d'affaires entre les entreprises de votre cluster et de Grèce, d'Italie, etc. Vous pouvez tout à fait contacter-nous, contactez-moi. Je vais mettre mon email sur le chat. Et on peut vous mettre en lien et vous pouvoir organiser une petite mission pour que les Grecs viennent vous voir ou les Italiens viennent vous voir, vous puissiez voyager en Italie, peut-être avec une délégation d'entreprises, pour voir quelles seraient les collaborations possibles entre les entreprises de votre cluster et les entreprises de ce pays. So, je le traduis.
we have a small instrument that, thanks to EPSOMED, so to this EPSOMED project, that allows two organizations like clusters or agencies to work together and develop joint projects. So if you are interested in taking part in this kind of short twinnings, which could be technical collaboration, which could be also the technological collaboration between companies that you are serving as an agency or as a clusters, or business cooperation, this can be the topic of the project we can support. So write to me. I will put my email in the chat, and we can start working on this twinning. Voilà, parfait. Mais Manon a mis mon email. Donc Manon, just put my email. So, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Zied et la FIPA Tunisie pour être un fidèle partenaire de ce cycle de webinaires et puis pour cette présentation aujourd'hui. Merci aussi à Philippe Hivernier et Business France qui lui aussi participe au comité technique qui œuvre le programme de tous ces webinaires. Merci pour l'intervention d'aujourd'hui. Merci Monsieur Boatou pour avoir participé à animer le webinaire et à bientôt, à la prochaine fois. Donc le prochain, vous l'avez compris, c'est le 8 décembre et là on parlera de e-services, donc services digitaux à la fois pour faciliter les procédures administratives des entreprises, mais aussi pour servir en général, pour mettre en œuvre les services de nos agences via le digital, puisque c'est un sujet d'actualité bien entendu. Et puis on est en train de travailler justement avec le comité technique dont font partie Business France, la FIPA Tunisie, mais aussi l'agence égyptienne, pour préparer les sujets des prochains webinaires. N'hésitez pas à nous donner des idées si vous avez des sujets qui vous intéressent particulièrement. So, next month, 10th of December, sorry, we have the procedures and services for investors webinar, and then we are still working on the topic of the new webinar for January and February. The topic is to be discussed among the technical committee with FIPA, Business France, but also with the Egyptians of GAFI. Voilà, next slide maybe. Voilà, you can still access all the replays. I've put the link of the Anima YouTube channel on the chat, so you can access to the YouTube channel, replay the full webinars or replay individually each video. You can choose. Thank you. Next slide. And I think that's it. So thank you again, everyone. Thank you for your participation. Merci à tous pour votre participation. Allez sur la chaîne YouTube. Comme disent les YouTubeurs, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et revoyez les webinaires Anima. Et à dans un mois pour le prochain webinaire. Merci beaucoup à tous.